La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Aboubacar Condé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Bari, Sekou Keïta, Fadouba, Baïla Traoré, Mohamed Ali Condé, Cheikh Sadi Boundoy Massouma vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce rendez-vous de tous les soirs quand il est 17h en temps universel. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2022, le cinquième et dernier numéro de la semaine de l'émission On refait le monde sur Joma TV, mais aussi Joma FM. Vous êtes très nombreux, nous le savons, à nous suivre sur l'étendue du territoire national et à l'étranger sur le bouquet canal 244 et à la radio 93.1 sur le réseau synchronisé et avec nos antennes bien sûr de l'intérieur du pays, mais aussi sur toutes nos plateformes de communication digitale. L'espoir est-il permis pour la relance et la réussite du dialogue social inclusif quand on sait que les facilitatrices nommées par le Premier ministre, le chef du gouvernement, sont vues de façon sarcastique par les poids lourds de la classe politique guinéenne. C'est dans ce climat d'ailleurs de crise de confiance que Dr Bernard Goumou annonce l'ouverture officielle du dialogue social le jeudi 20 octobre 2022. Sujet analysé et à décrypter dans cette émission. Ensuite, nous parlerons de cet autre audio du ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement de la transition, publié en boucle sur la toile depuis quelques heures. C'est une communication téléphonique dans laquelle l'ancien responsable de la communication de l'UFDG porte des accusations contre son ancien mentor, Cellou Alain Diallo, qui en veut à l'actuel ministre pour avoir mis cet entretien téléphonique sur la place publique. Le président de l'UFDG a-t-il fait des propositions au CNRD pour le poste de Premier ministre de la transition? Eh bien, Cellou Alain Diallo a-t-il retiré le budget alloué à la communication de l'UFDG que dirigeait l'actuel porte-parole du gouvernement? Autant de questions qui alimentent les débats depuis ce matin et qui feront l'objet d'analyse et de décryptage dans cette émission. C'est aussi un fait rare, très rare d'ailleurs, de voir une synergie d'action de l'ensemble des médias de la Guinée, dont l'unique but est de rendre hommage à une icône de la presse par son vivant, la presse guinéenne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, contre immortaliser doyen Souleymane Diallo, fondateur du groupe L'Excellence et de la radio Lynx FM, à l'occasion d'une cérémonie de reconnaissance et d'hommage à ce grand homme de la plume qui sera donc organisée le samedi 29 octobre à venir. Pour en parler, nous recevons dans cette émission et dans sa première partie Asma Oubari, journaliste et membre de la commission d'organisation de l'événement. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de ce geste des autorités à l'endroit des médias libres de Guinée. Le gouvernement ajoute 2 milliards 500 millions francs guinéens sur le montant initial de la subvention qui était de 3 milliards 329 millions 484 000 francs guinéens, soit un total de 5 milliards 929 millions 480 000 francs guinéens. À quelle décence cette subvention est-elle revue à la hausse? Une autre épineuse question que tenteront de répondre les chroniqueurs de l'émission Refait le monde de ce vendredi 14 octobre 2022. Et l'invité dans la deuxième partie de l'émission, c'est Maître Ousmane Sey du pool des avocats de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana, qui retourne d'ailleurs en prison après avoir été entendu par la chambre d'instruction de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Avec moi dans ce studio et sur ce plateau pour décrypter, analyser, commenter l'actualité au plan national, Yacine Panlé. Bonsoir, bienvenue. Ndoye Cheikh Sadibou, bonsoir. Toujours bien.
Ouais, comme toujours, je prends Marouane, la vie du bonsoir. bon côté. Bonsoir, Ndoye Sadibou. Mais une petite précision, c'est la chambre de contrôle et de l'instruction de la Cour. Merci pour cette précision. La chambre de contrôle et d'instruction, n'est-ce pas? De l'instruction. De l'instruction. De la CRIEF. De la CRIEF. Merci beaucoup pour cette précision. Oui, Baïla Amadou Traoré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Joma Media. Le spécialiste des questions de vous. Juridiques de cette émission. Lui, c'est Monsieur Diallo, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Bonsoir à tout le monde, aux téléspectateurs et auditeurs de Joma FM. Alors, la place des juristes, hein. La place des juristes, oui. Pas la place, le banc des juristes. Ouais, c'est le banc. Juridiquement parlant, c'est le banc des juristes. Oui, et puis Marouane, on parlait de cette lettre adressée à Macron, le FNDC, qui donc adresse cette lettre au président Macron pour lui demander d'annuler cette coopération militaire, en tout cas qu'on a entendu parler ces derniers temps, qui devrait exister entre la Guinée et la France dans le but d'installer, si vous voulez, des bases militaires, une base militaire, j'allais dire, à la frontière entre la Guinée et le Mali. Oui, c'est d'abord la précision, encore il faudrait la mettre ici. C'est une demande formulée par les avocats français du FNDC auprès de Emmanuel Macron, le chef d'État ou le chef de l'État de la République française, qui, dans cette lettre dont l'objet porte sur la demande de suspension de la coopération militaire avec la Guinée, dans un contexte de grave atteinte aux droits de l'homme en Guinée. Donc, cette lettre de 17 pages rappelle un peu plus les différents cas de violation ou des différents cas qui portent atteinte aux droits humains. Donc, ces avocats français du FNDC ont décidé d'adresser cette lettre au président français pour lui demander non seulement d'arrêter la coopération militaire ou sécuritaire avec la Guinée, mais aussi de demander des comptes par rapport à ce qui est en train d'être fait en République de Guinée. Vous savez que depuis que Mamadi est arrivé au pouvoir le 5 septembre, donc je vais parler du CNRD, donc de façon plus large ou de façon plus étendue. Donc ces avocats révèlent ces différents cas de violation des droits de l'homme. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui aurait entraîné ou qui pourrait motiver cette demande formulée auprès de l'État français? C'est cette rumeur qui est en train de courir le pays comme étant, qui semble être un feu de brousse. Une rumeur qui a été d'ailleurs dénoncée par la France aurait signé... Démentie par les autorités. Oui, démentie par les autorités. Mais puisque la rumeur, elle est persistante, et on sait que la parole de nos autorités manque de confiance. Je ne sais pas ce qui pourrait expliquer cela, mais entre la rumeur et la parole des autorités, la rumeur la plus sacerdotale ou la plus sainte entre les deux versions, quand vous demandez l'opinion publique, elle croit beaucoup plus à ce que l'opinion dit qu'à ce que les autorités disent. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne notre pays. Donc, la motivation ou l'objet de cette lettre part de cette observation ou de ces différentes rumeurs qui portent sur l'installation probable d'une base militaire française dans les frontières ou le long des frontières entre la Guinée et le Mali. Oui. Donc, ces avocats français ont écrit au président Emmanuel Macron de suspendre tout accord sécuritaire et militaire avec la Guinée. Donc, pour le moment, il n'y a pas de suite. Vous savez, c'est une simple demande, c'est une lettre qui est écrite. Est-ce qu'elle fera écho du côté du palais de l'Élysée? Certainement. Je pense que ça pourra le faire, surtout qu'avec la naissance aujourd'hui du sentiment anti-français. Est-ce qu'il y avait nécessité d'adresser cette lettre à Macron à partir du moment où les autorités guinéennes se sont prononcées, notamment la fois dernière avec le ministre des Affaires étrangères, qui apporte un démenti formel suite à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ces rumeurs? Ça a été rappelé dans la lettre de 17 pages. Il y a eu cet accord militaire qui a été signé entre
le ministre délégué de la Défense nationale et le chef d'état-major de l'armée française. Ça, c'est une évidence. Ce que lui aussi, il a démenti à un moment donné. Non, oui, il n'a pas démenti, mais il a démenti du fait qu'on a dit qu'il y aurait cette prétendue clause qui porterait sur l'installation probable d'une base française en République. Donc, le démenti portait sur cette information. Mais l'accord, ça a été signé, les images existent, et le contenu même du rapport a été publié. Alors, une partie de l'accord qui a été démenti. Qui a été démenti. D'accord, non, on va gagner. C'est une rumeur portant sur une partie de l'accord. Encore une fois de plus, les propos sont clairs. On va gagner un temps. Voilà. Rapidement, parce qu'on va essayer en tout cas de gérer le temps aujourd'hui parce qu'on sera trop bousculé. Oui, Baïla, sur la question. Oui, sur la question, d'abord, il faut rappeler que ces rumeurs ne sont pas nouvelles. Sur la question de coopération militaire et de base française, justement, elles avaient commencé consécutivement au déplacement du ministre délégué à la Défense pour un sommet sur les armées ou sur les armes organisées à Paris, et notamment l'une de ces rencontres et un tweet du chef d'état-major, si je me souviens bien, français, et à partir de ces deux éléments, toute une rumeur avait été, je dirais même entretenue dans une opinion, et il faut pas l'oublier aussi. Il faut toujours prendre ces rumeurs en analysant aussi ce qui se passe au Mali. On est dans une dynamique d'isolement, et on était dans une dynamique d'isolement du Mali, et donc de déstabilisation aussi quelque part du Mali, et souvent vu que la Guinée est le seul pays qui reste, on va dire en tout cas ouvertement fidèle à ces relations, je pense que ces rumeurs-là sont aussi de nature à mettre le doute dans la coopération entre ces deux États, et c'est pourquoi après la première rumeur, notamment les autorités de la transition avaient réitéré leur soutien indéfectible au Mali et avaient accueilli, il y a eu le conseil des ministres où une forte délégation malienne avait assisté. Tout ceci, je pense, c'était aussi pour rassurer que ces rumeurs ne sont qu'un élément dans un contexte géopolitique un peu plus compliqué. Maintenant, comme moi je l'ai toujours dit, il est inimaginable d'avoir une base militaire française sur le sol guinéen, surtout en ce moment justement où de plus en plus d'Africains demandent justement à l'armée française de se retirer. Ce n'est pas dans ce contexte-là que des autorités de transition vont prendre la responsabilité historique et politique d'installer une base militaire française en Guinée. Je pense que cela n'arrivera pas, en tout cas je l'espère que cela n'arrivera pas, et on verra bien par la suite, mais c'est ce que je voulais apporter sur ce sujet-là comme contribution. Oui, Yacine. Je ne vois pas pourquoi on serait surpris que ces rumeurs-là enflent, parce que le contexte sous-régional favorise ce genre de choses. Il faut rappeler que en dehors du Mali qui veut coûte que coûte chasser l'armée française de son territoire, il y a aussi les nouveaux chefs du Burkina qui ne veulent pas forcément continuer la coopération avec le Burkina. Et il faut rappeler que la Russie est en train de prendre du terrain. Et donc c'est normal que la France essaye de se positionner. Et aujourd'hui, on est dans une situation où un accord de ce type pourrait arranger les deux parties. Parce que la France veut se repositionner dans la sous-région. Elle est sur le point de perdre le Mali, sauf surprise. Elle voudrait donc récupérer à travers la Guinée ce qu'elle a perdu au Mali. Et je pense que stratégiquement, la Guinée peut être une très belle affaire. Mais à côté... la junte est en quête de reconnaissance internationale et de soutien. Je pense que ce genre d'accord pourrait faire en sorte que Paris se sente d'une certaine façon dans l'obligation de fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Donc ces rumeurs ne sont pas dénuées de sens. Maintenant, après, ceux qui le disent, peut-être ils ont encore davantage d'informations. Mais la question que je me pose après, les juristes peut-être qui vont y répondre, c'est est-ce que le président, dans le statut actuel qu'il a, est-ce qu'il peut autoriser
l'installation d'une base militaire étrangère dans le pays. Quand on sait que... c'est une transition. Non, c'est une transition, mais est-ce que ce genre d'accord ne doit pas passer par l'Assemblée nationale d'abord, par le Parlement qui va l'analyser et puis voter. Après, je me demande bien, mais les juristes vont nous expliquer. Je ne pense pas que ça soit quelque chose d'aussi facile que ça. Maintenant, peut-être qu'on va parler de patrouille mixte qui va permettre à l'armée française de s'installer dans une base, dans un camp militaire guinéen, et puis ça va être marqué. Je pense que cette formule-là peut être possible, mais de là à signer un contrat, un accord d'installation d'une base militaire, je pense que le processus est un peu plus compliqué. Mais si quelqu'un ose signer ça, je pense qu'à cause de lui, Sékou Touré pourrait se retourner dans sa tombe. Oui, Diallo, sur la question, vous qui êtes spécialiste, les juristes de cette émission, Baïla. Oui, allez-y, Baïla a donné son point de vue tout à l'heure. Oui, qu'est-ce que ça vous dit Pas juridique. Oui. Non, pas juridique. Moi, je voudrais simplement rappeler par rapport à l'inquiétude de Yacine, c'est que par principe, à l'état actuel des choses, il est bien possible qu'il y ait une coopération militaire si jamais la France décidait à passer outre ses valeurs cardinales, puisque les valeurs cardinales de la France, c'est de coopérer sur la base de la démocratie, sur les questions de droits de l'homme. Donc si, en moins, sur ces questions, il y a... Il coopère bien avec le Qatar. Hein, bon, bien sûr, il coopère, je suis d'accord, mais ce sont les principes. On est en train d'expliquer le principe. Maintenant, sur les exceptions, la France n'a jamais mis en avant. En réalité, ces valeurs, on sait que parfois, c'est une course contre les richesses. Et ça, au Mali, vous le savez, le Mali, la France n'était pas au Mali avant l'agression aussi. Vous savez, c'est après que le mouvement djihadiste a voulu attaquer la capitale qu'ils sont venus. Donc, selon les intérêts, rien n'est surprenant. Et là, vous connaissez que le pétrole tchadien fait que la France ne respecte pas. Par exemple, vous savez que l'actuel coup d'État au Tchad est en train de virer vers une institutionnalisation. On a l'impression que le président Déby va être accepté. Et avec la couverture de la France, l'Union africaine et la communauté internationale disent moins de choses sur ces questions. Maintenant, en ce qui concerne la République de Guinée, moi je pense que la France ne pourrait pas accepter à l'état actuel de s'installer, puisque moi je pense que ce n'est pas d'actualité. Les dernières condamnations françaises par rapport aux manifestations et l'utilisation des armes létales, la France a décidé de réduire ou même parfois de suspendre sa coopération avec la police et la gendarmerie. Donc c'est des questions qui montrent volontairement la France voudrait que le retour à l'ordre constitutionnel, et du coup moi je pense que c'est une bonne chose, et voilà, c'est une bonne chose d'accepter le retour. 30 secondes, 30 secondes on va attaquer le premier sujet. Dire, je pense à Yacine que théoriquement, au fait, le président de la transition peut juridiquement faire tout ce qu'un président de la République élu faisait, c'est-à-dire il y a un parlement, il y a le CNT qui fait office de parlement, il y a ces mécanismes-là, mais c'est politiquement que je pense que c'est là que la question se pose le plus. Ce que je suis en train de dire, là on parle de texte, ce que je veux dire, ce que je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'il peut signer, aujourd'hui c'est vrai que c'est un président, mais il y a aussi un parlement, je veux dire, est-ce qu'il peut signer, ce que je veux dire, ma question c'est est-ce qu'il peut signer ce genre d'accord sans que ça ne passe par... Ça sera ratifié par le CNT. Exactement, c'est ce que je dis. Donc ce genre de choses, ça ne peut pas se faire. Mais comme un président élu aussi, un président élu aussi, c'est parce qu'on dit que l'accord a été signé et tout, mais c'est l'application. C'est compris, on va passer au premier sujet. Il s'agit de cet autre audio que nous tous, on a certainement écouté du ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement de la transition, publié en boucle sur la toile depuis maintenant quelques heures. C'est une communication téléphonique dans laquelle l'ancien responsable de la communication de l'UFDG, en tout cas selon des observateurs, porte des accusations contre son ancien mentor Cellou Dalein Diallo. Alors, est-ce que le président de l'UFDG avait proposé des candidats au poste de Premier ministre? Est-ce que le budget de la communication à l'époque géré par l'actuel ministre porte-parole du gouvernement avait été retiré? Autant de questions que nous tenterons de répondre dans cette émission. Oui, Yacine, vous avez écouté certainement cet audio. Quel est le décryptage que vous faites à ce sujet? Alors, je me pose la question, qui en veut à Gawal?
qui en veut à Ousmane Gawal parce que l'audio qui a été enregistré, c'est un appel téléphonique. Et je pense que celui qui l'a enregistré était déjà dans une logique de le piéger. Après, moi, à part une expression qui m'a choqué, rien dans... Laquelle expression Non, je peux pas reprendre ça parce que c'est déplacé. C'est déplacé lorsqu'il s'adressait à... Reprenez sur une autre forme. Non, je ne peux pas reprendre, c'est déplacé. Il a insulté. Tu veux que je dise quoi? Allons-y, j'ai compris déjà. Je peux en aucun cas reprendre ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Parce que quand vous le relayez à l'antenne, ce n'est plus lui, c'est vous. Ouais, non, et puis... Non, je voulais juste savoir la nature. Là, je l'ai puisqu'il a parlé d'insultes. D'accord. Allez-y, on va gérer le temps rapidement. Je pense que l'histoire là est réglée. Mais ce que je dis, c'est que Gawal a porté des accusations graves. Il dit qu'il a remis de l'argent à celui qui l'aurait bouffé. C'est à l'UFDG de mener des enquêtes tout de suite pour savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que la somme était de combien? Il a parlé de 15 000 $. Il a parlé de 15 000 $. Ce qui n'est pas vrai. Non, moi je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Tout à l'heure, je vous donne la parole. Il a dit qu'il a des preuves, qu'il a donné l'argent à Selou et qu'il y a eu une décharge. Selou aurait bouffé l'argent. C'est à l'UFDG de mener des enquêtes ou alors de faire une déclaration avec preuve à l'appui que ce que Gawal a dit, c'est faux. Maintenant, il a dit un certain nombre de choses. J'ai entendu la femme de Kalemodou Yansane dire qu'elle est enfant de ministre, donc ce que Gawal a dit, c'est faux. Parce qu'elle est enfant de ministre, ça ne veut pas dire que son mari n'est pas allé voir Gawal. Attention, il faut qu'on arrête. Son mari a démenti. Non, mais peut-être qu'il peut dire que c'est faux. Peut-être, son mari a démenti. Mais le fait de dire qu'elle est enfant de ministre, donc elle ne va pas voir Gawal, ça ne veut rien dire. C'est son père qui a été ministre, pas elle. Et le fait qu'elle soit enfant de ministre ne fait pas, en fait, c'est pas une garantie que son mari n'est pas allé voir Ousmane Gawal. Moi, je dis juste une chose. Il a dit... il a touché un aspect qui est vérifiable. Il a parlé d'un responsable de l'UFDG et il a dit qu'il a nommé que ce monsieur serait venu le voir et il a nommé son fils à la tête de... Alain Touré du BSD. Du BSD et tout. Donc, vérifier. Du BSD. Oui, mais il faut... De quel ministère? De l'habitat. De son département. Il faut aller vérifier. De son ancien département. De son ancien département, je veux dire. Il faut aller vérifier, effectivement, si ce qu'il dit est vrai ou faux. Est-ce que ce monsieur a été nommé effectivement par Gawal? Mais moi, en aucun cas, je n'ai été choqué parce qu'il a dit. Tout ce que je me dis, c'est qui a publié cet audio-là, à quelle fin? Et ensuite, j'attends... je voudrais bien que l'UFDG fasse une déclaration et qu'on me montre les preuves et qu'on me montre la fausseté de ce que Gawal a dit. Parce que je ne veux pas qu'on préfabrique des milieux dans ce pays. Alors, vous êtes d'accord, en résumé, vous êtes d'accord avec ce que Gawal a dit dans l'audio? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord ou pas. Moi, il a fait des révélations. Je cherche à savoir quelle est la véracité de ce qui a été dit. Parce qu'on parle quand même de 15 000 $ pour quelqu'un qui voudrait diriger le pays. Oui, là, on parle de milliards. De la publication, qu'est-ce que vous en dites? Non, je trouve... de publier cet audio sur la place publique. J'ai commencé par ça. Je dis, je ne sais pas qui a fait ça et qu'est-ce qu'il gagne là-dedans. Parce que déjà, l'appel, ils étaient en train de parler à huis clos, en privé. Ensuite, il a enregistré, ça s'est retrouvé sur la place publique. Moi, je ne suis pas surpris je suis plutôt surpris qu'on ne condamne pas la publication de cet audio. Parce que ça aurait pu être utilisé à l'UFDG à l'interne. Oui, merci Yacine. On va donner la parole à Habib Marouane Camara. Oui, Habib, votre lecture de cet audio. D'abord, puisque il y a ce flou qui a été tout à l'heure créé par Yacine. Que je sache, créé un flou? Oui, le fonctionnement d'un parti politique, Selou n'est pas signateur de l'entrée ou il peut être signataire de la sortie d'un chèque ou des dépenses du parti, mais il ne peut pas signer pour l'entrée des partis. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un trésorier du parti. Mais tu es en train de faire de la confusion. Non, c'est de la confusion. Non, vous n'avez pas. Yacine, vous n'avez pas la parole. Tout à l'heure, vous avez terminé. Habib va continuer son intervention. Oui, Habib, allez-y. Certainement que merci. Pour une fois, je te vois trop sage. Mais ce que je vais dire... Pourtant, on l'appelle le sage ici. Oui, c'est ce que je dis. Et ça se confirme aujourd'hui encore. Une fois de plus qu'il mérite bien l'étiquette d'être sage de l'émission. Ce que je vais dire, dans l'organisation des partis politiques, il y a eu, à moins qu'on ne soit dans les partis communistes, mais dans les partis libéraux ou dans les partis à forte dominance démocratique,
il y a cette organisation qui est là. Je ne sais pas comment on peut apprendre cela à Yacine, mais il y a un trésorier du parti politique. Je sais Tout qu'il est parti politique a un trésorier. Il y a aussi le... Alors Marouane, là, c'est vous qui provoquez Yacine. Mais je sais qu'il est un trésorier. Je sais qu'il est un trésorier. J'ai commenté les propos. On n'a pas assez. Les partis communistes sont très bien organisés. Yacine, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Le temps n'est pas galant. Allez-y, Marouane, continue. Donc, si Gawal a décidé de remettre un chèque de 15 000 $, à Cellou Dalein, ce qui, à mon avis, est une violation, parce que Gawal lui-même méconnaît comment on appelle, les statuts du parti. C'est aussi aurait pu, non, si mais Yacine, non, je ne prends pas. Non, mais tu me laisses avancer mes arguments. J'ai eu du respect et quand même cette bienveillance à mon égard. J'ai eu du respect. Je te laisse parler. C'est toi qui es en train de... Alors, il faut parler à ma place. Non, je ne parle pas à ta place. Il ne faut pas me citer. Yacine. Non, quand même. Laissez-le terminer quand même. Allez-y, Je dis, et j'assume ce que je dis, si Gawal accepte de tomber sous le charme des desiderata de Cellou, c'est qu'il méconnaît les statuts du parti. Dans un parti politique, lorsqu'il y a encaissement, si c'est du matériel, il y a le chargé ou il y a une direction du matériel du parti. C'est à ce niveau qu'on fait un enregistrement. Et d'ailleurs, le premier mensonge, Cellou ne peut pas livrer un chèque où lui-même il a signé pour dire qu'il a encaissé un chèque de 15 000 $ en provenance Vous appelez ça mensonge? C'est un mensonge. Je le dis, j'assume jusqu'à preuve du contraire. Parce que j'ai foi à ma source. Ça, c'est un. De deux, le montant dont il est question, ce n'est pas 15 000 $. C'est l'argent qui reposait sous la tournée de Gawal en Angola et en Mozambique. Qu'il me prouve le contraire. Je veux parler. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu même des tollés. Lorsqu'on a dit que Gawal est parti, il a fait cette tournée sans qu'il n'ait un agrément. Vous vous souvenez certainement de ce tollé qui avait été suscité. Ça, c'est un rappel. Mais quand il dit qu'il a remis de l'argent à Cellou et que vous dites que si Gawal le fait, oui, la faute n'incombe plus Cellou. Ce n'est plus à Cellou qu'il faut demander des comptes. C'est à Gawal parce qu'il méconnaît. Et comment? C'est parce qu'il méconnaît la structuration de son propre parti et il méconnaît. Comment on appelle? Donc à qui il doit remettre l'argent? Au trésorier? C'est au trésorier. C'est au trésorier de signer un chèque d'encaissement ou de sortie de quand même des dépenses à faire. Oui, c'est Malal Diallo. C'est Malal Diallo, ça c'est connu de tout le monde. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Ensuite, Gawal dit dans cet audio, si les propos s'avèrent, il me donne raison. Hier, sur un dossier d'enquête portant sur la nomination d'un certain nombre de cadres au ministère de l'Urbanisme, j'ai dit qu'il a fait nommer des jeunes du parti. Et après l'émission, j'ai reçu des appels pour aller le rencontrer. J'ai dit que je ne vais pas rencontrer Gawal. C'était ici. Donc hier, je le disais dans cette émission qu'il a fait nommer des jeunes du parti. Et le lendemain, il y a un audio qui l'accable. En quoi est-ce que cela est mauvais? C'est mauvais, ça? Oui, je ne le rencontre. Non, je pose juste la question. Oui, je ne le rencontre. J'assume ce que j'ai dit dans cette enquête. S'il est opposé, c'est de me donner sa version. Au pire des cas, c'est d'aller porter plainte au niveau de la... Mais je n'irai pas le rencontrer. Ça, je l'ai dit à la personne qui m'a appelé. Qui a demandé à vous rencontrer? Non, je l'ai dit, la personne qui m'a appelé, j'ai dit que je n'irai pas le rencontrer. De rencontrer qui? Gawal, je dis que je n'irai pas. C'était à la demande de Gawal, je dis que je n'irai pas. Je le dis à cette antenne. Ensuite, troisième, c'est pour ça je rapporte les faits. Troisième élément, quand Gawal dit qu'il a fait nommer Fatou Yansane, vous avez vu la réplique de Fatou Yansane, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est Fatou qui dit qu'il n'a jamais demandé un service à Gawal. Et mieux, le mari de Gawal est sorti le mari de Fatou Yansane, Kalimadou, est sorti chez nos confrères d'Africa Guinée pour dire qu'il n'a jamais demandé un service à Gawal. C'est un défi qui est lancé à Gawal. Si Gawal est sûr de ses propos, c'est de nous sortir des preuves. La moindre des choses, c'est pour dire, voilà, puisqu'il y a eu un avis contraire et des propos qui sont de nature à jeter du discrédit à ma personne et à ma personnalité, surtout à mon personnage, voici ce que je peux brandir comme preuve. Voici les appels ou l'écrit de Kalimadou Yansane me demandant à ce que je fasse des faveurs ou que j'ai des traitements en faveur de sa femme. D'accord. Donc ça, il peut brandir cela. Oui. Et mieux, ce que je veux dire, l'autre élément de la sortie de Gawal, qui pourrait être encore une autre contre-vérité, c'est par rapport ou qui pourrait même arranger Cellou Dalein. C'est lorsqu'il dit que Mamadi a eu des échanges où que Cellou a proposé 4 noms à Mamadi Doumbouya, des noms premiers ministrables, et dans ces noms, il n'y a aucun Peul, alors que le leader de l'UFDG
est diabolisé, caricaturé comme étant l'apôtre de l'ethnocentrisme dans notre pays. Je pense que c'est une... Ça démontre ça lave même. Il lave ses loups à grande eau. Parce que là, on comprend aisément que ce leader qu'on a voulu caricaturer, qu'on a voulu diaboliser, ce n'est pas le cas. N'est pas ce démon. C'est quelqu'un quand même qui est favorable à l'équilibre. Marouane, donc, vous avez compris, on est pris par le temps, Marouane. On va avancer. Non, ne revenez pas sur ça. 30 secondes, allez-y. 30 secondes, oui. 30 secondes. Je dis encore une fois de plus. Oui. Quand Gawal était responsable de la communication de l'UFDG, il y a eu beaucoup plus de problèmes. Quand il a quitté, il y a eu moins de problèmes. Demandez-vous. Ça, c'est ton constat, toi. Non, c'est le constat. Ton constat, toi, Marouane. Le constat, c'est moi qui parle. Oui. C'est moi qui parle. D'accord. Vous êtes compris, Marouane, on va avancer. On va avancer, on est pris par le temps. Merci d'être intervenu sur ceci. Oui, Baïla Amadou Traoré, c'est audio. Yacine, s'il vous plaît, on va mettre un peu de discipline dans l'émission. Oui, allez-y. Comment on appelle ça? Baïla Amadou Traoré. Oui, bon. Première des choses qu'il faut dire, il est regrettable, il faut commencer par ça, et il faut le condamner. Il est regrettable que des conversations privées se retrouvent sur la place publique. Ça, déjà, c'est la première remarque, c'est la première des choses. Parce que c'est vrai qu'on est au 21e siècle, au temps des nouvelles technologies, on est aussi dans une époque où il y a beaucoup de voyeurisme. Est-ce que cela n'interpelle pas aussi, le ministre Gawal d'être plus prudent dans ses communications quand même? Peut-être que je vais y venir. Laissez-moi dérouler mon analyse. Allez-y. Donc, première des choses, c'est de condamner vraiment que d'une conversation puisse se retrouver, une conversation privée puisse se retrouver sur la place publique. Sur la place publique. Ça, c'est la première des choses. Oui. Maintenant, en parlant de cet audio, moi, d'abord, dans votre présentation, vous avez rappelé que c'est l'ancien responsable de communication de l'UFDG. Ça, tout le monde le sait. D'accord, mais il faut, encore plus important, c'est le porte-parole du gouvernement. Actuellement. Oui. Et ça, à ce titre, j'avoue que M. Gawal doit être un peu plus prudent. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas le premier audio depuis le début de cette transition, troisième ou quatrième, ni le deuxième, qui fuite sur les réseaux sociaux le concernant et qui serait une conversation privée. Moi, je me dis, après une première occurrence, après une deuxième occurrence, déjà qui peut être déjà un signe de légèreté, quand même, il faut prendre des dispositions pour éviter que ça ne se répète. Et malheureusement, vous voyez, hier, il y a 2 jours encore, on parlait de Ousmane Gawal Diallo à propos de sa sortie chez nos confrères sur ces questions avec l'UFDG. Aujourd'hui encore, on en parle. Et vous voyez, ça devient quand même et pendant ce temps, est-ce que la parole du gouvernement est audible? Donc là aujourd'hui, il faut quand même questionner son rôle de porte-parole du gouvernement avec sa double casque, avec le combat, la bataille qu'il mène malheureusement avec ses anciens amis mais ça n'a rien à voir à mon avis, son porte-parole du gouvernement. Non, mais ça a à voir. Vous savez, et l'ancien responsable de l'UFDG qu'il est. Ça a à voir. Vous savez, quand aujourd'hui, là c'est la casquette, tout l'audio dont on parle, on parle là de sa fonction d'ancien porte-parole. Toutes les questions qui sont posées, d'ancien de la communication. Aujourd'hui, on n'est pas en train de parler, on parle de dialogue entre les forces politiques. Et qu'est-ce qui doit être plus audible? Est-ce une bataille, une bataille de mots entre l'ancien responsable de la communication d'un parti et son parti, ou la parole du gouvernement? Donc c'est là où les deux sont liés, et c'est très important. Maintenant, sur le fond des choses, il y a beaucoup de problèmes. Le contenu. D'abord, sur cette question de nomination, c'est la preuve. Là, s'il en fallait. D'ailleurs, il faut aussi le dire, c'est sous réserve que cela soit authentique, malheureusement, parce qu'on est au 21e siècle. On est d'accord. C'est ça aussi, il faut le dire. Maintenant, si c'est avéré, ça confirme déjà qu'il y a un problème dans les nominations au sein des ministères. Parce qu'un département aussi stratégique que le bureau de stratégie de développement. Mais s'il est intéressé à les compétences. Excusez-moi, Ndoye. C'est le cœur. C'est une question que je pose. D'abord, pour les auditeurs, il faut rappeler que c'est un département stratégique d'un ministère. C'est la cheville ouvrière. C'est la planification. Tous les départements sont stratégiques. Non, attention. C'est le bureau de stratégie. Tous les départements ne s'appellent pas bureau de stratégie
et de développement. Oui. C'est eux qui planifient, qui évaluent les actions des autres départements. Tous les ministères ont ce bureau, attention. Tous les ministères ont ce bureau. Raison de plus pour vous dire que le bureau de stratégie de développement est stratégique. Tous les ministères ont ce bureau, ils sont rattachés au ministère du Plan. Au ministère du Plan, donc ça, c'est rattaché, c'est la planification gouvernementale. D'accord. Et moi, que j'ai l'impression, après écoute de cet audio, que c'est peut-être la proximité politique qui est conduite à la nomination d'un tel cadre dans un tel département, c'est problématique. Si cela est vérifié. Si cela est vérifié. D'accord. Maintenant, sur la question des finances des partis politiques, c'est un secret de polichinelle qu'il y a toute une mafia autour de ça. Et tous les partis politiques, c'est pour ça aussi j'avais applaudi les premières démarches du MATD. Le financement des partis politiques est occulte en République de Guinée. D'accord. Et c'est l'un des problèmes de notre quand j'entends parler de texte, tout ça. Et aussi, il faut rappeler, si Ousmane Gawal est fautif pour avoir donné de l'argent, c'est Lou qui est président qui reçoit alors que c'est le trésorier qui doit recevoir, serait aussi fautif par la même occasion. C'est comme une question de corrompu et de corrupteur. Les deux peuvent être... Alors, c'est compris, vous n'avez pas la parole, Marouane. Peuvent être responsabilisés. Non, vous n'avez pas la parole, Marouane. Et cette Marouane. précision aussi est inquiétante sur la nature ethnique du fait de l'absence de choix. Bon, ça c'est la politique guinéenne, mais c'est quand même inquiétant. Le revers, je termine, 10 secondes. Non, le revers, 10 secondes. Le revers de ce que Marouane a dit, comme on appelle, c'est que peut-être justement, est-ce que c'est pas la raison, est-ce que sachant peut-être l'étiquette que M. Seloudalen a, est-ce que justement il n'a pas, en raison de cette étiquette, évité de mettre un nom de la même ethnie? Mais il n'était pas obligé. Tout cela, on parle de 4 personnes, il peut mettre c'est des questions qui se posent. Un Soussou, un Malinké, un Forestier, c'est problématique. Et pour conclure, c'est problématique qu'on parle de ça aujourd'hui. D'accord, merci. On va donner la parole à la Constitution, la refondation, on est en train de parler de ça. C'est dommage. Merci, on va donner la parole à Diallo et puis on va se tourner vers notre première invité du jour, Asma Obari, déjà dans ce studio pour nous parler de cet événement de reconnaissance et d'hommage à l'endroit de l'une des écoles de la presse guinéenne, ce grand homme de la plume. Oui, monsieur Diallo, votre lecture sur la question, cet audio encore. Je sais que je subis la pression du temps, même si on ne me le dit pas, mais réellement, vous savez que l'arbre cache la forêt. Oui. Et techniquement, ce que fait Ousmane Gawal, c'est peut-être dans l'élan de dénigrer encore, mais lorsque Yacine dit que ce n'est pas Gawal qui a publié, mais on peut se poser les questions suivantes. À qui nuit l'audio? Ça, c'est des questions fondamentales et ça, il faut voir. Ce n'est pas parce qu'il ne les a pas publiées, il peut les faire publier. En tout cas, les paroles qui lui sont dédiées ne lui sont pas directement nuisibles. Et de par le passé, il en avait fait d'autres. Et si vous savez qu'il a été ministre de l'urbanisme, je pense, de l'habitat, de l'urbanisme, la maison de Selou, puisqu'il fallait qu'il mérite son poste et qu'il continue à garder quand même les avantages d'un ministère avec le truc de la fonction. Aujourd'hui, il est en train de faire des efforts énormes de ce côté. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais du coup, vous savez qu'il faut se défendre. Et là, Mamadi Doumbouya avait tapé du poing sur la table en demandant de l'ordre, et l'ordre ne continue pas. Lui, il continue à exagérer. Donc, le fait qu'il ait à nommer des gens du parti, ce n'est pas en soi grave. Peut-être que l'objectif qui avait été poursuivi, c'était de gâter le parti d'où il quittait. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, il faut faire très attention. Il faudrait demander à M. Gawal de s'éloigner de ses discours, de laisser de parler de son ancien parti et de s'intéresser aux valeurs de la République. Il est nommé pour faire le travail. Est-ce que l'audio, ça ne date pas bien avant qu'il Non, c'est récent. Bon, c'est récent. Si jamais c'est cela, donc moi je pense qu'il doit cesser. C'est un audio qui a été enregistré au lendemain de son passage chez nos confrères de Espace. Maintenant, bref, si ce n'est pas lui qui a fait, ce n'est pas l'IFDG qui doit agir, c'est lui qui a intérêt à dire que les choses... L'audio parle de date. Non, c'est à lui de porter. Son interlocuteur parle de son intervention sur Espace. D'accord. Honnêtement, il faut
un audit informatique pour savoir qui l'a fait et savoir s'il n'a pas de lien. S'il n'a pas de lien, ce n'est pas à l'UFDG de s'en prendre forcément. Ils peuvent s'en prendre parce qu'ils ont été dénoncés, mais la première personne à agir, c'est bien M. Gawal qui a vu sa publication personnelle, privée, mettre sur, mis sur la place. Merci. Ceci dit, on va donc clore ce sujet. On ne va pas se retourner vers notre premier invité du jour. Et avant d'entamer les autres sujets, il s'agit du dialogue social. On sait que le Premier ministre hier l'a annoncé à l'occasion du Conseil des ministres, donc l'ouverture officielle de ce dialogue qui est prévu le jeudi à venir, 20 octobre, ici même à Conakry. Notre premier invité, donc, c'est Asmaou Bari, journaliste et membre de la commission. Et je le disais, c'est un fait rare, très rare d'ailleurs, de voir la presse guinéenne dans son ensemble et à l'occasion d'une synergie d'action pour rendre hommage à cette icône, Diallo Souleymane, cofondateur du groupe Lynx Lance, mais aussi de la radio Lynx FM, à l'occasion d'une cérémonie qui va être organisée très bientôt, précisément le 29 à venir. Pour en parler, donc nous la recevons. Elle fait partie de la commission d'organisation. Asmaou Bari, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Bonsoir chers confrères à tous et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, les motivations de cette cérémonie qui va être organisée à l'hommage de Diallo Souleymane. Avant des motivations, pourquoi Diallo Souleymane? Très bien, vous savez, Diallo Souleymane aujourd'hui, c'est le doyen de la presse guinéenne, ou alors l'un des doyens, mais c'est surtout le pionnier de la presse indépendante en Guinée, parce que les compagnons ou alors ses amis d'alors avec qui il a fondé des journaux privés pratiquement ne sont plus de ce monde. Et on ne voudrait pas attendre que Diallo Souleymane passe l'arme à gauche pour que nous venions chanter ses louanges. Donc pourquoi Diallo Souleymane? C'est pour retracer aussi l'histoire de la presse guinéenne, la presse indépendante, surtout les médias privés. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'avènement de la presse privée en Guinée, d'abord sur les journaux privés, parce qu'avant il n'existait que le Oroya, ensuite est venu la Nouvelle République avec Feu Mamadou, puis le Lynx. Et aujourd'hui il est celui qui reste, il faut donc le célébrer. L'immortaliser. Il faut l'immortaliser et il faut, c'est aussi un autre objectif, dire que jamais rien n'est acquis pour toujours. C'est pour rappeler qu'il y a quand même près de 40 ans de lutte pour la presse indépendante en Guinée et qu'il faut que ça continue. Quand on voit les enjeux, la situation actuelle, ça veut dire que lorsque ces doyens sont là, que nous, les actifs de maintenant, qu'on montre que nous sommes prêts à reprendre le flambeau et à poursuivre la lutte. Donc, c'est ce double objectif-là que cette cérémonie poursuit. Il faut rappeler que c'est sur l'initiative d'un d'entre nous, mais finalement, beaucoup de confrères et de consoeurs, exactement, qui a pris l'initiative. Ancien président de l'UTELGUI et PDG du groupe Afrique Vision. Donc, c'est lui qui a eu l'initiative parce qu'il le rappelle tout le temps et ça a été son seul patron. Et je pense que le Lynx, au-delà d'être un journal, c'est quand même une école, une institution où beaucoup sont passés. Qui a beaucoup formé. Personnellement, j'y ai fait près de 11 ans au sein de la rédaction du groupe Lynx. Et je pense qu'aujourd'hui, la presse, les journalistes aujourd'hui doivent cette reconnaissance-là, tant au groupe Lynx qui a été une école pour eux, mais aussi au doyen Diallo Souleymane. Est-ce que cette initiative va être pérennisée? Je veux dire par là, ça va s'arrêter après Diallo Souleymane ou ça va continuer pour honorer, rendre hommage, immortaliser d'autres icônes aussi de la presse guinéenne? Alors, à l'occasion de la dernière réunion du comité d'organisation, nous avons discuté de cette question. Et bon, toute chose, il y a un pas. Un voyage de 100 jours commence par un pas. Cette année, nous allons faire pour Diallo Souleymane. Si Dieu le veut bien, nous voulons faire de cet événement un événement périodique. Ça peut être annuel ou biannuel. On ne sait pas encore. Mais ce que l'on souhaiterait également, c'est de créer un prix qui s'intitula Prix Diallo Souleymane pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse, qui sera donc décerné chaque an ou alors de façon périodique, on décidera à une personne physique ou morale qui se sera illustrée
en matière de promotion ou de protection de la liberté d'expression en République de Guinée. Pourquoi ne pas commencer avec Bamamadou, qui a été quand même le premier journaliste, pour ne pas dire le premier journaliste du pays, mais le premier journaliste dans le secteur privé. Pourquoi ne pas commencer avec lui? Parce que après lui est venu Diallo Souleymane. Oui, certainement, on ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, nous l'évoquons très régulièrement dans les réunions. Et à l'occasion d'ailleurs de cette cérémonie, on aura des mots pour nombre de pionniers de la presse. Ou bien c'est son côté politique qui cache finalement son engagement? Non, je ne dirais pas. Franchement, moi, je n'ai jamais eu cette pensée. Je ne pense pas que les autres membres de la commission d'organisation non plus aient cette pensée. Alors, cette cérémonie, ça va se passer où? Au chapiteau? Exactement, ça sera donc le 29 octobre au chapiteau Baïssa. D'accord. Au Palais du Peuple à partir de 16h. Et où nous attendons la corporation, les médias, les journalistes, en tant que personne au-delà, en tant qu'organe de presse, pour pouvoir célébrer, mais aussi aller vers cette communion. Je pense que parfois aussi on en a besoin. Certes, il y a des activités qui s'organisent. Est-ce que vous avez le soutien du ministère de l'Information, de la Communication, les autorités? Qu'est-ce qu'elle en dit? Alors là, c'est une initiative, plutôt on a dit des journalistes, des hommes de médias, au-delà même des... Puisqu'on parle de la presse... Oui, j'en viens. Non, c'est pour aussi ressortir cet aspect hommage reconnaissance que nous voulons vers lui. Donc, c'est une organisation, ce sont des journalistes qui l'organisent. Mais nous comptons bien entendu inviter le ministère de la Communication, la Haute Autorité de la Communication et tant d'autres structures ou entités étatiques. Mais là, ce sont les journalistes qui le font et donc c'est l'initiative. Une question, Yacine, allez-y. Non, elle a répondu à la première inquiétude. Si lors de cette cérémonie on va parler de ceux qui sont des compagnons qui ne sont plus de ce monde, mais apparemment ils vont avoir un mot. Mais l'autre chose que je voulais savoir, c'est que vous voulez pérenniser cette activité-là prochainement. Comment est-ce que le choix va se faire? Qui va décider des personnes qui seront reconnues? Les critères, disons. Très bien. Dans le comité d'organisation, nous avons déjà un sous-comité de rédaction de termes de référence ou de notes techniques, si vous voulez, où tout cela pourra être précisé. Mais je le précise que pour cette année, ça sera uniquement pour célébrer et rendre hommage à Diallo Souleymane. Ouais, il y a une particularité pour cette année. Exactement. Le prix sera décerné à partir certainement de l'an prochain, où il y aura toute une phase préparatoire d'organisation en vue de définir les critères. Mais tout ce que l'on sait à qui sera décerné, c'est là où nous avons dit ça peut être des personnes physiques ou morales. D'accord, on va répondre à deux questions et puis on va partir à la pause. Oui, Baïla. Oui, félicitations pour cette initiative de célébrer les icônes vivantes. La question que je me pose, vous l'avez évoqué, la liberté d'expression est un combat perpétuel. Et qu'est-ce qui va aussi être fait, on va dire, pour aujourd'hui continuer à entretenir cette flamme, parce qu'il y a encore des difficultés d'exercer le métier de journalisme en 2022. Est-ce que c'est une façon aussi de, en quelque sorte, rappeler qu'il y a eu des luttes et qu'il faut que les luttes aussi continuent? Effectivement, c'est ce que je disais tantôt, que c'est aussi pour qu'on comprenne que rien n'est jamais acquis pour toujours. C'est aussi en y allant à cette cérémonie, en écoutant Diallo Souleymane, le parcours qu'il a fait, plusieurs fois la prison pour la liberté de la presse, et combien de fois poursuivi devant les tribunaux, même il n'y a pas longtemps, en 2020, c'est ça? Il a été poursuivi. Donc c'est pour... que ça soit un déclic. Il était sous contrôle judiciaire. Exactement, ça soit un déclic. Il y a même eu des pressions économiques sur son journal. Exactement. Il en a d'ailleurs beaucoup souffert. Exactement. Donc c'est pour dire qu'il y a eu des personnes qui ont fait don de leur vie, de leur carrière, et ont fait des sacrifices pour qu'on en arrive là, et que nous, actuellement, on doit également se battre pour aller vers l'idéal. Avoir des médias libres, économiquement, indépendant, etc. Alors, dernière question, Marois. Oui, on sait que vous avez cette double casquette. Vous êtes non seulement un journaliste à la base,
Mais aujourd'hui, par la force des choses, conseillère nationale au niveau du CNT, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cet événement pour donner un caractère beaucoup plus solennel et d'immortalité à l'événement? Est-ce qu'on peut s'attendre certainement à l'adoption d'une journée qui pourrait s'inscrire comme étant la journée Diallo Souleymane en Guinée? Est-ce que vous pouvez entreprendre une telle initiative auprès du CNT? Est-ce possible? Ben, ça peut être des idées, mais disons-nous déjà que cette journée va nous permettre de jeter les bases d'un certain nombre d'initiatives pour aller dans le sens de pérennisation. Mais puisque vous parlez de CNT... De cette démarche, oui, parlementaire. Oui, effectivement. Bon, je ne sais pas, mais ça peut faire l'objet de discussions. Mais parce qu'en Afrique du Sud, pour immortaliser Mandela, vous avez vu, ça avait commencé avec Mandela Day et qui a été repris par les Nations Unies. Ce que je veux dire, pourquoi pas, mais ce n'est pas moi seule. Mais même ça peut venir de vous. Je veux dire, même si je suis conseillère, ça ne doit pas être une initiative. Vous pouvez en faire la proposition. Il y a une journée au cours de laquelle on va discuter pour décider de ce que l'on va faire pour l'immortaliser. Diallo Souleymane et certainement l'ensemble de la corporation à travers notamment les associations de presse, mais aussi des services, c'est-à-dire que n'oublions pas, peuvent être porteurs d'un tel projet et que nous, on pourrait soutenir au CNT. Merci Asma Oubari. Je rappelle, comme Marwan le disait tout à l'heure, que vous êtes également conseillère nationale au niveau de l'organe qui fait office l'Assemblée nationale, membre de la commission d'organisation de cette cérémonie pour la reconnaissance et l'hommage qui va être rendu donc à Diallo Souleymane, fondateur du groupe L'Excellence, mais aussi de la radio Lynx FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, on va se reprendre dans la deuxième partie de l'émission. On refait le monde. Et notre invité, lui, c'est, dans la deuxième partie, bien sûr, c'est Ousmane Sey. Il est du pool des avocats. Le docteur Ibrahima Kassori Fofana. Avec lui, on va naturellement aborder cette question et quelques messages qui nous ont été envoyés par des auditeurs. Celui-ci, c'est Abdoulaye Keira qui dit « Bonsoir les chroniqueurs ». Et il se pose la question, est-ce que cet audio de Ousmane Gawal, donc il est authentique? Ensuite, cet autre auditeur qui nous écrit, lui c'est M. Koulibaly qui dit que cette guérilla de dénigrement orchestrée par les... je ne sais pas qui, c'est pas tellement lisible, qui sont autour de CDD, Cellou Dalein Diallo, pour nuire l'image de Ousmane Diallo Gawal, prouve qu'il n'arrive pas à digérer la montée en puissance du ministre Ousmane Gawal depuis sa sortie de prison. Cet audio expose Cellou Dalein Diallo. C'est un retour à l'envoyer. Ensuite, cet autre auditeur donc, qui nous écrit dans cette émission. On va voir si on pourra le lire. On me bouscule du côté de la régie. On va donc partir à la pause. Et ensuite, on se reprend dans la deuxième partie de cette émission. On refait le monde de ce vendredi 14 octobre 2022. À tout à l'heure. La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Aboubacar Condé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Bari, Sekou Keita, Fadouba, Baïla Traoré, Mohamed Ali Condé, Cheikh Sadi Boundoy, Massouma vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM. Votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Deuxième partie de l'émission, on refait le monde de ce vendredi 14 octobre 2022. Tout à l'heure, il sera question du dialogue social. On le sait, l'annonce donc pour la relance de ce dialogue, l'ouverture officielle, ça sera le jeudi 20 octobre 2022. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, qui l'a annoncé à l'occasion du Conseil des ministres. Ça fera l'objet de décryptage et d'analyse tout à l'heure dans cette émission. Et ensuite, nous avions annoncé le deuxième invité dans la deuxième partie de cette émission. Lui, c'est bien sûr Maître Ousmane Sey du pool des avocats de l'ancien Premier ministre, le chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, le dernier d'ailleurs Premier ministre sous l'ère Alpha Condé, qui malheureusement a été retourné en prison après avoir été entendu par la chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières. Sur ce, nous recevons un
l'un de ses avocats, donc dans ce studio et sur ce plateau, pour ensemble parler de ce sujet. On précise d'ailleurs qu'une conférence de presse a été animée ce matin dans ce sens pour donner le point de vue par rapport à cette autre actualité judiciaire. Maître, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, cher. Alors, première question, bonsoir à tout le monde. On s'attendait à la libération, certainement, avec cette autre possibilité qu'on pourrait appeler cette mise en liberté sous conditionnelle. Mais très malheureusement, votre client a été débouté hier devant la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de répression contre les infractions économiques et criminelles. Dites-nous comment vous, judiciaire, voilà, donc financière, j'allais dire. Dites-nous, vous, en tant qu'avocat de Ibrahima Kassory Fofana, qui a passé plus de 7 mois en détention, comment avez-vous vécu cet arrêt de cette chambre qui a débouté votre client, ou d'ailleurs, de façon étendue, qui vous a débouté tous? Oui, avec amertume et tristesse. Vous savez, c'est la 3e fois que le juge chargé de l'instruction de ce dossier a accordé à M. Ibrahima Kassory Fofana la liberté provisoire sous contrôle judiciaire. C'est la 3e fois, après appel de M. le procureur spécial, que la chambre de contrôle infirme ces décisions du juge d'instruction, pertinentes d'ailleurs, pour maintenir M. Kassory en prison. M. Cheikh a dit tout à l'heure que M. Kassory est retourné en prison. Il n'est pas retourné, il y est resté. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Kassory, aujourd'hui, fait l'objet de mandat de dépôt. Depuis le 6 avril 2022, c'est le procureur spécial, en arguant d'une procédure de flagrant délit, il avait décerné un mandat de dépôt. Le flagrant délit, vous le savez, cela veut dire que toutes les charges étaient réunies pour qu'il comparaisse devant le tribunal des flagrants délits. Il avait même fixé l'audience du tribunal de flagrant délit. Il s'est ravisé, sachant parfaitement que ce dossier ne tenait pas. Il n'y avait pas assez de charges. Je ne parle pas de preuves parce qu'on parle de preuves devant le tribunal. Oui. L'enquête préliminaire, c'est des indices. Et devant le juge d'instruction, c'est des charges. Il n'y en a pas. Ni indices, ni charges. Ni indices, ni charges. Alors, il a ouvert une information. Et volontairement, il a omis d'annuler le mandat de dépôt irrégulier qu'il avait décerné. Nous avons plaidé cette affaire devant le président de la CRIEF, qui a maintenu le mandat de dépôt. Et le juge d'instruction l'avait convoqué, il lui a mis un autre mandat de dépôt. En fait, l'avait mis en liberté. Le juge d'instruction le 19 mai, je crois. Une semaine après, le procureur spécial a fait appel de cette première décision de mise en liberté provisoire devant la chambre de contrôle. La chambre de contrôle, sans lever le premier mandat décerné par le procureur spécial, lui a mis un autre mandat de dépôt. Ça veut dire 2 mandats de dépôt pour les mêmes faits. Et jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, aucun juge n'ose lever d'une manière expresse ce mandat de dépôt irrégulier. Pour dénoncer au moins. Comment? Pour dénoncer, je dis. Pour dénoncer? Oui. Le mandat de dépôt auquel vous faites allusion. Ce mandat de dépôt qui était décerné par le procureur spécial au début, quand il arguait d'une procédure de flagrant délit. Jusqu'à présent, aucun juge, nous l'avons plaidé devant le président de la CRIEF, nous l'avons plaidé à 2 reprises, 3 reprises, devant le président de la chambre de contrôle, aucun juge n'ose d'une manière expresse lever ce mandat de dépôt. Et on lui a mis un autre mandat de dépôt. N'ose. Est-ce que vous n'êtes pas ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges seraient sous ordre. N'êtes-vous pas en train de remettre en question ici l'indépendance des juges? J'ai trop de respect pour la justice d'une manière générale, pour employer certains termes relativement à la justice. Je considère que les magistrats, c'est des professionnels assermentés et ne doivent obéir qu'à la loi. Maintenant, je peux critiquer leurs décisions, mais je ne peux pas employer cette... Oui, mais quand vous dites qu'aucun n'ose, ils auraient peur de quoi? Ah, ils savent. De quoi? Mais moi, non, je ne sais pas. Dites-le nous. En tout cas, moi, si donc vous pensez juge, qu'ils ont peur de quelque chose? Si j'étais juge, je n'aurais peur de personne, sauf la loi. Et vous pensez qu'ils ont peur d'autre chose en dehors de la loi? J'ai dit qu'aucun juge, jusqu'à présent,
n'ose lever ce mandat de dépôt. Alors, et le juge d'instruction, celui qui était avant le contrôle de l'instruction, n'avait-il pas ordonné la mise en liberté de Kassouri et ensuite le procureur a fait appel et vous vous êtes retrouvés? C'est ça le problème. Donc ce juge-là a osé. Non. Pour reprendre vos termes. Le premier juge, oui, il lui a accordé une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Donc il n'a pas mis un mandat de dépôt. Mais comme le procureur spécial avait déjà décédé un mandat de dépôt, Kassouri n'a jamais joui de cette liberté. Il était resté en prison. Parce que le procureur spécial avait donné l'ordre au garde pénitentiaire de le maintenir en prison parce que lui, il avait décédé un mandat de dépôt. Voilà. Le juge, il ordonne la liberté provisoire, mais Kassouri n'est pas sorti de prison à cause de ce premier mandat. Et ce premier mandat n'est pas levé jusqu'à présent. Alors, maintenant, ce qui est un peu grave pour moi, c'est cette troisième décision de la Chambre de contrôle qui refuse à M. Kassouri la liberté provisoire sous contrôle judiciaire. D'ailleurs, le juge a été très gentil, d'ailleurs, cette fois-ci, parce qu'on était dans le cadre du non-renouvellement du mandat de dépôt. Il devait simplement se limiter à dire « Je ne renouvelle pas le mandat de dépôt, donc Kassouri recouvre sa liberté entière. » Automatique. C'était ça, la procédure. Mais non seulement il a dit « Je ne renouvelle pas », parce que les conditions juridiques dans lesquelles se trouve M. Kassouri ne me permettent pas de le maintenir en prison. Ensuite, son état de santé ne me permet pas de renouveler son mandat de dépôt, mais j'assortis sa liberté provisoire d'un cautionnement. Je vais retirer son passeport, il ne pourra pas voyager, il va émarger chaque mardi au greffe, etc., etc. Voilà les conditions dans lesquelles il l'a mis en liberté provisoire. Et la Chambre de contrôle est revenue sur la base des réquisitoires de M. le procureur spécial. C'est-à-dire que la Chambre de contrôle n'a fait que reprendre les réquisitions de M. le procureur spécial en disant, grosso modo, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre ce que la Chambre a dit. La Chambre a dit, M. Kassouri a été interpellé, mis en prison, on est en train de chercher des preuves, des charges. Le procureur spécial a demandé au juge d'instruction de poser des actes dans le sens de charger M. Kassouri. Le juge d'instruction ne l'a pas fait. Il va rester en prison tant que des charges suffisantes ne sont pas trouvées contre M. Kassouri. Voilà grosso modo ce que la Chambre a dit. Beaucoup de personnes disent que Kassouri serait victime de vous, ces avocats entre guillemets étrangers, votre arrivée en fanfare, je veux dire avec beaucoup de tintamarre. Lorsque vous êtes arrivé, les gens ont estimé qu'il y a eu d'une certaine façon de l'arrogance et que de l'autre côté, il y aurait un complexe, celui de dire qu'ils viennent pensant qu'ils vont nous apprendre le droit et donc ils vont voir que ça ne va pas marcher comme ça. Est-ce que vous pensez, vous percevez cela comme ça? Est-ce que vous trouvez que justement on a envie de maintenir Kassouri en prison pour ne pas qu'on vous donne raison ou qu'on estime que vous seriez au-dessus du procureur et des juges guinéens? Vraiment, votre question, ça me fait rigoler quand même. Vraiment, c'est une question peut-être d'ego, de leadership. De la rumeur. Oui, mais ça a été dû à plusieurs reprises. Moi qui vous parle, j'ai plaidé partout en Afrique. C'est pas seulement en Guinée. Je plaide au Mali, je plaide au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout. Je plaide en France. Partout. Mais tout ça, la justice, c'est la justice. Il n'y a pas une justice guinéenne, une justice sénégalaise et tout ça. Nous sommes de la CEDEAO. Oui, non, la question c'est... Aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer dans l'espace de la CEDEAO et même implanter notre cabinet dans un des pays de la CEDEAO. C'est pas alors dire maintenant qu'il y a des avocats étrangers, entre guillemets, moi je ne me considère pas comme étranger en Guinée. Et vous avez raison. Non. Mais c'est grave de parler de cela. C'est une question que je pose toujours. Je vous assure que moi, venant en Guinée, je ne me dis pas que je vais dans un pays étranger. Yacine parle il situe la question sur... Vous savez que le Mali et le Sénégal ont eu le même jour la même indépendance.
Oui, Yacine veut parler de complexe, en fait. De complexe. Mais ce complexe-là, s'il existe, c'est grave. Est-ce que vous le percevez, en fait? Je ne peux pas le percevoir. Il veut parler de complexe, en fait. Est-ce que... Ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est une rumeur de la rue qui suivez ma est question. nauséabonde. Je vais Yacine, rapidement votre question, parce qu'il y a les autres aussi qui veulent... Je vais repréciser la question. Oui. Est-ce que vous percevez justement que Kassori est en prison parce qu'on n'a pas envie que, bien entendu, on n'a pas envie de recevoir de leçons des avocats de Kassori venant de l'étranger? Pourquoi des magistrats sénégalais viennent former ici des magistrats guinéens, des avocats guinéens? Est-ce que vous le percevez? Comment je peux le percevoir comme ça? Alors, on va évoluer. Il y a tous les jours des juristes, des professeurs sénégalais, des professeurs de droit, des magistrats sénégalais qui viennent ici former des... D'accord, on va évoluer. On va revenir là. On va évoluer, maître. Oui, Baïla, allez-y, votre question. Ensuite, on va donner à Diallo, Monsieur Diallo, de poser la question. Allez-y. Comment on peut expliquer que dans d'autres dossiers, cette même chambre de contrôle de l'instruction ait pu oser, toujours pour reprendre vos termes, ait pu oser prononcer la mise en liberté de certains prévenus, je pense notamment à Damantan Camara. Ensuite, après appel, la Cour suprême les a remis dans leurs droits et par exemple il est sorti. Et est-ce que vous êtes allé du coup, vous, devant la Cour suprême à un moment donné? Est-ce que vous allez le faire et comment expliquer cela? Effectivement, nous sommes devant la Cour suprême pour la deuxième décision de la Chambre de contrôle qui a infirmé encore une fois de plus l'ordonnance du juge d'instruction. Nous avons fait un pourvoi en cassation. Mais ce pourvoi n'est pas encore enrôlé et évoqué devant la Cour suprême. Maintenant, effectivement, ce que vous dites est vrai. Kassori était dans la même situation que l'un des co-détenus qui a bénéficié d'une liberté provisoire au même titre de Kassori. Le procureur spécial n'a pas fait appel et il est libre aujourd'hui. Donc c'est 2 poids et 2 mesures. Non, attention, la précision, il y a le prévenu dont je parlais, Damantan, le procureur avait... Je ne parle pas de Damantan. Appel. J'ai oublié son nom. D'accord. Mais il y avait un ancien ministre. Au tout début, Zakaria Koulibaly. Zakaria Koulibaly, qui était dans la même situation que Kassori. Ils étaient entendus de Mais ils ne sont pas entendus pour les mêmes faits. C'est les mêmes faits. Détournement de deniers publics. Si, détournement de deniers publics, enrichissement illicite. Non, ça c'est... Attention, vous êtes un professionnel. Vous savez que ça, c'est les qualifications juridiques. Ils sont tous... poursuivis pour ces qualifications. Pour les mêmes délits. Mais pour les faits, par exemple, Kassori, on a parlé à un moment donné du budget de fonctionnement de la primature, on a parlé de la mamrie. En tout cas, il y a des faits qui sont là précis. Pour Zakaria, ça doit être certainement lié aussi à sa gestion des hydrocarbures. Donc, ce n'est pas les mêmes faits. C'est les mêmes qualifications, mais ce n'est pas les mêmes faits. N'est-ce pas? Il va répondre, on va passer à la question de M. Diallo. Oui. Entre les faits et les infractions. Ils ont poursuivi pour les mêmes infractions. Détournement de deniers publics, enrichissement illicite, trafic d'influence. Ils étaient entendus le même jour, déférés le même jour, mais pas pour les renvoyés le même jour par le procureur spécial devant le tribunal des flagrants délits, qui s'est ravisé pour ouvrir une information pour eux tous, de la même manière. Et le juge d'instruction a entendu la mise en liberté provisoire, comme il a entendu Kassori pour le mettre en liberté. Et le procureur spécial n'a pas fait appel contre lui, mais il a fait appel contre M. Kassori, contre la décision de M. Kassori. À 3 reprises, pour le maintenir en prison. Donc, si vous dites que le cas de Kassori est un cas particulier, je vous ai dit tout à l'heure que je le considère comme un otage politique. Un otage politique. Voilà. Oui, M. Diallo, votre question. On va évoluer, là, si vous permettez. M. Diallo va poser sa question. Otage politique, il dit ça veut dire que la justice, vous considérez que politique. Oui, donc s'il est un otage politique, or c'est des décisions de justice qui le maintiennent en prison. Donc, est-ce que vous estimez que la justice guinéenne est politisée? Je ne peux pas faire un jugement global sur la justice guinéenne. J'ai dit que les textes en Guinée sont bien faits. Il y a une manière de les appliquer, ça dépend des juges qui les appliquent. Je ne peux pas mettre dans le même lot tous les magistrats de la Guinée, c'est pas possible. D'accord. Je ne peux pas émettre aussi un jugement de valeur sur l'ensemble de la... Je considère, je respecte la justice guinéenne. D'accord, et c'est compris la partie là. Oui, M. Diallo, allez-y, votre question. Maître Ousmane, je voudrais que vous expliquiez de façon très simple les textes légaux sur la base desquels la Cour d'instruction, l'instruction de contrôle a maintenu
Et quels sont, d'après vous, les textes qui auraient pu donner la liberté? De façon très simple, quels sont les textes qui auraient démonté tout ce que vous avez appelé une mauvaise application de cette manœuvre, disons, de la Constitution? Oui. Bon, là, je peux vous dire que le texte sur lequel le procureur spécial s'est fondé et la Chambre de contrôle s'est fondée pour maintenir M. Kassory en prison, c'est l'article 235 du Code de procédure pénale. Okay. Cet article dit, si la liberté provisoire n'est pas de droit, elle peut être accordée si le maintien en prison, la détention provisoire n'est pas le seul moyen pour continuer l'information. Et s'il y a la gravité des faits, alors comment le procureur spécial et la Chambre interprètent ce texte? Ils disent que ils confondent le procureur spécial et la Chambre de contrôle, confondent faits et infractions. Ils considèrent que les infractions pour lesquelles M. Kassory est poursuivi sont graves. Détournement de deniers publics, enrichissement illicite, etc. Nous sommes d'accord que ces infractions sont graves. Mais le texte ne dit pas infraction, le texte dit faits graves. Cela veut dire qu'il faut partir des faits, analyser ces faits pour conclure que ces faits constituent des infractions. Ce que le procureur spécial ne fait pas, ce que la Chambre de contrôle ne fait pas, parce que simplement M. Kassory est poursuivi pour les infractions de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, il considère que c'est des faits graves. Ce qui n'est pas vrai. Les faits sont différents des infractions. Ensuite, le texte vous dit il faut que la détention provisoire soit le moyen unique pour parvenir à l'instruction, à la bonne information. Mais aujourd'hui, la liberté provisoire de Kassory n'empêche pas la continuation de l'information, n'empêche pas l'investigation. M. Kassory présente toutes les garanties nécessaires pour sa représentation en justice. Il a été quand même Premier ministre dans ce pays-là. Mais mieux, ce qui est plus grave, c'est que cette fois-ci, le juge d'instruction s'est fondé sur l'état de santé de M. Kassory. Il y a des certificats médicaux qui ont été dressés par des médecins assermentés en France, aux États-Unis, et par le médecin-chef de l'administration pénitentiaire de la Guinée, qui atteste que l'état de santé de M. Kassory n'est plus compatible avec l'incarcération, avec la détention. Dans tous les pays du monde, moi je suis avocat depuis 39 ans, je n'ai jamais vu un juge pénal à qui on donne un certificat médical pour lui dire que le prévenu qui est en détention, il est malade, son état de santé est incompatible avec l'incarcération, il ferme les yeux. À l'audience. Dans votre carrière, pendant toute votre carrière, vous n'avez jamais vu. Pendant toute ma carrière, oui. Et je défie quiconque me prouve le contraire. À l'audience, monsieur le procureur spécial, il fait ses réquisitoires sans parler. Ça veut dire que son état aujourd'hui nécessite peut-être une évacuation, ou bien en tout cas, il devait avoir des rendez-vous depuis 2021, depuis 1 an. Est-ce que vous avez demandé un placement en milieu hospitalier comme ça a été? Mais on a demandé plus. Pour d'autres. On a demandé plus. Le libérer pour qu'il aille respecter ses rendez-vous. Non, sinon, ça, le médecin. Pas acquis. Attendez, ce que le médecin a conclu. S'il ne respecte pas ses rendez-vous, il peut même être paralysé. Je ne veux pas dévoiler publiquement quand même l'état de santé. Mais ce que je veux dire simplement, c'est l'attitude du procureur spécial à l'audience. Il a fait ses réquisitions sans parler de l'état de santé où ils sont substituts. Sans parler de l'état de santé. Parce que lui, il ne vient jamais apparemment. Jamais. J'aimerais bien l'avoir à l'audience. Il n'est jamais venu depuis le petit précision. Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, le parquet est indivisible. Le procureur spécial, le procureur qui est là, titulaire, peut effectivement déléguer à ses substituts de venir à l'audience quand il faut. Alors, quel intérêt le procureur aurait à maintenir Kassory en prison malgré son état de santé? Je le demande au procureur spécial. Il n'en a plus peu mot. Moi, je me suis levé. Vous le lui avez demandé? Je lui dis à l'audience, monsieur le procureur spécial, je constate que vous ne pipez mot de l'état de santé de M. Kassory. Or, c'est dans le dossier. Il est libéré pour ça. C'est un mépris ou bien c'est un acquiescement? Alors, vous êtes d'accord? Il n'a pas répondu. Okay. Et malheureusement,
la chambre de contrôle a fait comme le procureur. N'a pas du tout statué sur l'état. Au contraire, la chambre de contrôle, je crois, quand j'ai lu sa décision, essaie de critiquer le juge d'instruction pour lui dire pourquoi vous vous êtes appesanté sur l'état de santé de M. Kassory. Voilà ce que... Donc elle a été convaincue par les arguments du procureur. Il n'a même pas dit je suis convaincu, je ne suis pas convaincu, mais pourquoi vous en parlez? C'est un élément du dossier. D'accord, alors il faut s'attendre. Non, une question. Une question. Je veux dire, on va le libérer. Oui, c'est juste une précision et une question. Je veux dire, quel est l'intérêt que le procureur aurait en maintenant Kassory en prison, malgré son état de santé? La deuxième question, c'est justement dans ce cadre de figure, quels sont les leviers que la loi vous offre pour permettre à ce que votre client soit libéré? Bien. Moi, j'ai dit à M. Kassory, je lui ai demandé, M. Kassory, est-ce que vous avez un précédent entre vous et M. le procureur spécial? Il me dit, je ne le connais même pas. Vous savez, depuis le début, le procureur spécial a violé le principe même de la présomption d'innocence de M. Kassory. Aujourd'hui, il est en train de violer ce que l'on appelle le principe de l'indisponibilité de l'action publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le procureur de la République est maître des poursuites. Quand il poursuit, il transmet le dossier au juge d'instruction, il est décisif. Il y a une séparation entre les fonctions de poursuite et les fonctions d'instruction. C'est le juge d'instruction qui instruit. Mais aujourd'hui, c'est le procureur non seulement qui poursuit, mais qui instruit le dossier. Il fait des réquisitoires supplétifs in personam. Il demande aujourd'hui au juge d'instruction d'inculper la fille de M. Kassory et le gendre de M. Kassory. Sur aucune base. Sur aucun fait sérieux. Et parce que le juge d'instruction tardait à le faire, il a dit à l'audience, à la chambre de contrôle, tant que le juge d'instruction n'a pas accompli les actes que je lui demande, d'instruction que je lui demande, il faut le maintenir en prison. Cette confusion-là est très grave pour tout citoyen guinéen. Le procureur de la République n'a pas le droit de destruire un dossier. Vous faites des révélations là. Oui, il n'a pas le droit de destruire un dossier. Il poursuit. Il est le maître des poursuites, mais il n'est pas le maître de l'instruction. Il entretient cette confusion-là. Et aujourd'hui, il en veut au juge d'instruction parce que le juge d'instruction, il est autonome. Ouais. Il n'est pas le subordonné du juge d'instruction. Il n'est pas tenu d'accomplir tous les actes que lui demande d'accomplir le procureur de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de l'indisponibilité de l'action publique. Quand le procureur saisit le juge d'instruction, il le saisit in rem. C'est-à-dire qu'il le saisit en vertu des faits. Il appartient au juge d'instruction de mener son enquête à charge et à décharge. Suivant les faits, s'il estime que tel fait doit entraîner l'inculpation de telle personne, il le fait. Mais qu'est-ce qui prouverait que le juge d'instruction n'a pas instruit à décharge? Qu'est-ce qui prouverait que le juge d'instruction n'a pas instruit à décharge et n'a pas suivi l'injonction du procureur? La preuve, oui. Il estime qu'aujourd'hui, le maintien de M. Kassory en prison n'est plus nécessaire pour continuer l'instruction. Et le procureur spécial estime le contraire, fait le contraire, fait appel, venir soutenir le contraire. Au moins, le juge d'instruction, il le fait sur la base de textes, sur la base d'arguments de droit pertinents, ce que ne fait pas le procureur spécial. Mais est-ce que le procureur... quelles sont les deux questions? Il n'a pas répondu aux questions. Il n'a pas répondu à la deuxième question. Les leviers que la loi lui donne, lui permettant de... C'est une décision rendue par une cour qui en appelle, une chambre. Nous pouvons faire un pourvoi en cassation. Nous l'avons déjà fait. Maintenant, s'il arrive que, franchement, on n'a plus d'espoir devant la justice guinéenne, on peut retourner vers la justice internationale ou bien la justice régionale. On peut le faire. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, j'avais dit que nous sommes devant la justice guinéenne. Nous avons des faits, nous avons la loi guinéenne, et que par rapport à ça, on peut avoir raison devant la justice guinéenne. Jusqu'à présent, je maintiens cet espoir-là. Mais la dernière décision rendue par la Chambre de contrôle de la Guinée me refroidit terriblement. D'accord. L'avant-dernière question, allez-y. Oui, maître, on va terminer. À l'entame de vos propos, vous avez tout à l'heure dit que Kassory est un otage politique, puisqu'on est dans un volet judiciaire du dossier.
on est dans un dossier judiciaire qui peut nous amener quand même dans ce volet politique de ce dossier judiciaire. Mais à quoi peut ressembler aujourd'hui le poids de Kassory jusqu'à ce qu'il puisse menacer tant, alors que c'est le dernier poids de la classe politique, pour ne pas dire qu'il est le poids coton de tout ce qui pèse aujourd'hui sur l'échiquier politique. Oui, mais on peut se référer de ces différences. Il fait partie des 0,0%. Mais je n'ai pas la prérogative d'apprécier la politique intérieure guinéenne. Ce n'est pas mon problème. Mais cela ne vous empêche pas plus de vous prononcer ou de caricaturer l'aspect judiciaire en tentant d'aller sur je vais vous le dire. Ce n'est pas en appréciant l'aspect, la politique intérieure de la Guinée que je le dis. J'essaie simplement que... Quel est le poids de Kassory pour qu'il puisse tant impressionner les gens jusqu'à ce que le procureur mobilise quand il a été vous m'écoutez, je parle de la qualité de ça. Vous savez bien que M. Kassory, c'est un homme politique. Il avait un parti politique. Il a fusionné son parti avec le parti de l'ancien président. Et c'est à ce moment précis qu'il a été arrêté. C'est terminé. Et il est venu à la tête en tant que président du conseil provisoire. Oui. C'est tout. Moi, c'est cette appréciation que je fais. Maintenant, le poids politique de M. Kassory sera apprécié par les Guinéens, par les électeurs guinéens. C'est pas moi de l'apprécier. On va clore avec la conférence de presse rapidement. Oui. De ce matin. Oui. Oui, la conférence de presse. Vous avez animé une conférence de presse ce matin? Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit. C'était pour dire ce que vous avez expliqué. D'une manière générale, et alerter l'opinion publique guinéenne et l'opinion internationale sur l'état de santé de M. Kassory, qui malgré cela est maintenu en prison d'une manière volontaire. Aujourd'hui, l'État guinéen est entièrement responsable de la santé de M. Kassory, d'autant plus qu'il y a un précédent. Il y a un détenu qui est mort en prison récemment. Oui, le Camara. Oui. Donc, je voulais alerter sur ça. Je voulais aussi mettre en relief les arguments qui ne sont pas conformes au code de procédure pénale qui ont été étalé par la chambre de contrôle de l'instruction. Je rappelle que la seule mission de la chambre de contrôle, c'est de contrôler la régularité de la procédure. Aujourd'hui, aussi bien le procureur spécial que la chambre semblent se substituer au juge d'instruction qui a le dossier pour lui dire voilà ce que vous devez faire, qui lui demande d'instruire à charge et non pas à décharge, qui lui disent il nous faut des charges contre Sankori, contre M. Kassory ici, en instruction, sinon il ne sortira pas. Or, aussi bien le procureur spécial que le juge d'instruction doivent faire les réquisitions à charge ou à décharge. Ou à décharge. Pourquoi vous reprochez à un juge d'instruction de dire quoi? Je ne vois pas pourquoi je vais maintenir telle personne en prison. D'accord, posez votre question, la dernière, et puis on va passer à l'autre sujet. Non, comme vous dites que le procureur instruit, on va dire, à la place du juge d'instruction, du coup, est-ce que c'est parce que du coup le juge d'instruction laisse faire et ne prend pas toutes ses responsabilités? Et vous avez parlé de réquisitoire supplétif. Est-ce que la loi permet effectivement au procureur de faire un réquisitoire supplétif, c'est-à-dire après avoir fait un premier réquisitoire, de revenir avec d'autres indices ou d'autres charges pour prendre... Très bonne question. Vous savez, la saisine du juge d'instruction, le juge d'instruction peut être saisi directement par une partie civile avec consignation de partie civile, mais la plupart du temps, le juge d'instruction est saisi par le procureur de la République. S'il est devant un dossier un peu complexe, il ouvre une information. Il le saisit par ce que l'on appelle le réquisitoire introductif. Mais ce réquisitoire introductif, c'est sur les faits. Il appartient au juge d'inculper ou de ne pas inculper des personnes, nommément. Le procureur ne fait jamais un réquisitoire in personam contre des personnes. C'est une plainte qui est formulée contre les personnes, mais pas le réquisitoire. Il peut faire des réquisitions supplétives, mais ces réquisitoires supplétifs doivent avoir un lien avec le réquisitoire introductif, avec les faits qui ont introduit la procédure. Vous ne pouvez pas poursuivre Kassory pour détournement de deniers publics sur les faits d'ailleurs. Vous savez les faits c'est quoi? M. Kassory a été ministre, a été directeur, a été premier ministre pendant telle année de telle année. D'accord. Il possède des comptes bancaires. Oh, d'accord. Mais il ne dit pas dans quelle banque. Il ne dit pas les montants dans les comptes bancaires. Il possède des immeubles. D'accord. Mais on ne dit pas, on ne nous montre pas les états des droits réels de ces immeubles parce qu'en droit réel, quand vous dites que
tel immeuble appartient à telle personne, il faut le prouver par les états de droit réels. Ça n'existe pas dans ce dossier-là. Il n'y a rien. Mais le ministre de la Justice a expliqué récemment que dans ces dossiers, il y a aussi l'utilisation du prête-nom et qu'à cause de cela, vu la complexité des infractions, il ne parlait pas de casserie. Non, même si c'est un autre, ce n'est pas son rôle, parce que ce n'est pas le ministre de la Justice qui rend la justice. Le ministre de la Justice organise la justice. On attend de lui qu'il organise quand même des procès équitables, qu'il mette à la disposition des magistrats, des trucs, qui donnent l'information aux justiciables et tout le monde d'une manière égale. C'est ça qu'on attend du ministre de la Justice, pas de s'inférer dans la distribution de la justice. Maître Ousmane Sey, il est du pool des avocats de Dr Ibrahima Kassori Fofana, ancien Premier ministre, aujourd'hui incarcéré à la prison centrale de Conakry. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Ceci dit, nous on va continuer. Il nous reste quelques minutes pour parler de cet autre sujet. Il s'agit naturellement du dialogue. L'espoir est-il permis pour la relance et la réussite du dialogue social inclusif quand on sait que les facilitatrices nommées par le Premier ministre il y a juste quelques jours sont vues de façon sarcastique, en tout cas d'un œil parfois de dédain, s'il faut le dire comme ça, par la grande partie en tout cas de la classe politique. Et c'est dans ce climat justement de crise de confiance que Dr Bernard Goumou annonce l'ouverture officielle du dialogue social le jeudi à venir, 20 octobre 2022. Le sujet nous intéresse également dans cette émission. Oui, monsieur Alpha Mamadou Diallo, sur la question. Alors, moi, ce que je voudrais ouvrir le dialogue, c'est l'ouvrir avec qui? C'est l'aspect le plus important qu'il faut régler, puisqu'ils ont compris et ils sont en train de répéter, revenir sur les mêmes faits. Puisque si vous ne négociez pas avec ce qu'on appelle, je pense, le Quator, les grands partis politiques, il va de soi que ça va créer des problèmes à nouveau. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient? Puisqu'il ne faudrait pas ouvrir le dialogue pour l'ouvrir. Il faut plutôt ouvrir le dialogue pour avoir un résultat. Et ce résultat ne peut s'obtenir sans passer par les grands partis politiques entre griffes. Les grands partis politiques, c'est le Quator, le RPG Arc-en-Ciel, le FNDC politique. Et à côté, envelopper un peu le dialogue dans une mesure d'apaisement. Par exemple, faire des négociations avec le FNDC déjà dissous, puisque moi je suis très surpris quand j'ai vu sur une déclaration de Dr Makale qu'on lui laisse le temps de négocier, que le FNDC doit surseoir, alors que lui-même, même si le FNDC est un mouvement illégal, il faudrait au moins les rencontrer. Le FNDC d'ailleurs qui annonce des marches à Conakry et à l'intérieur du pays. Donc il se peut que c'est la même chose qui va revenir. L'échec est assuré à l'avance, puisque la grande partie de la classe politique, en tout cas du moins celles qui ont quand même sont représentatives, la classe politique représentative ne participera pas, et donc ces négociations ne vaudront rien. Nous risquons d'assister à un scénario du CAD où on va négocier, après on va dire oui, la gente peut bien se représenter. Donc, ça ne serait pas une lettre comme une lettre à la poste. Les grandes partis politiques n'accepteront pas, et je pense que le peuple de Guinée en grande partie aussi n'accepterait pas un dialogue de façade. Il faut un véritable dialogue. Un véritable dialogue. Oui, Yacine. Lorsque vous parlez de dialogue, je veux bien savoir avec qui. Avec qui on va dialoguer. C'est d'abord ça, en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. C'est qu'il y a une question qui est importante aujourd'hui, c'est que une chose qui est importante, c'est que les acteurs ne se parlent plus. Et aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a un camp qui pas selon Gawal. C'est pas Gawal qui parle, c'est Yacine. Il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui pensent que la transition se passe bien. Et il y a un autre camp, celui qui pense que justement la transition est en train de dévier et qu'il faut justement changer les choses. Et donc, si vous vous retrouvez entre personnes qui pensent que la transition est en train de bien se passer pour parler entre copains, bah, je ne pense pas que ça fasse avancer les choses. Et justement, vous avez vu qu'à un moment donné, les hommes politiques, je n'ai pas envie de dire la vraie classe politique, mais en tout cas, celle qui est la plus représentative dans ce pays-là, avait demandé à ce qu'il y ait un dialogue et que ce soit le Premier ministre lui-même qui prenne les rênes et que ça ne soit pas justement le ministre de l'administration du territoire. Mais là, quand
Kambé avait pris les choses en main, on a vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de confiance entre cette classe politique-là et le gouvernement et bien entendu le CNRD. Donc on attend qu'il y ait une crise complète de confiance pour dire, bon, désormais vous avez demandé un cadre de dialogue, nous on avait proposé un cadre de concertation, maintenant on vous appelle pour qu'on parle d'un cadre de dialogue. Sauf que ce sont les partis qui sont récusés qui doivent diriger. Lorsque vous dites que c'est le Premier ministre qui doit diriger, alors qu'on pense que le CNRD est en train de faire un petit jeu, je ne vois pas comment les autres peuvent accepter parce que les conditions ne sont pas réunies. Et ensuite, vous voulez dialoguer, mais vous ne faites aucun pas vers les autres. Je pense que cette situation montre, cette annonce du Premier ministre que le dialogue va s'ouvrir le 20 montre que ce n'est pas intéressant le dialogue. Ce qui est intéressant pour eux, c'est les images qu'ils vont avoir pour montrer à la face du monde. Et ça, c'est quand même dangereux parce que ça ne peut pas nous permettre de sortir de la crise. Vous voulez dialoguer avec des partis qui, tous réunis, je ne pense pas qu'ils fassent 10%. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de mettre de côté plus de 80% de l'électorat guinéen, des gens qui se retrouvent dans ces leaders-là. Et l'autre chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous partez à ce dialogue-là, c'est pour faire bouger les lignes. Mais dites-moi, quelle est l'opposition qui existe entre le parti de Dr Faya, par exemple, ou de Lansana Kouyaté, avec la gestion de la transition? Ils sont accommodants de tout, ou presque. Donc je ne vois pas comment vous voulez vous retrouver. Le dialogue doit se faire avec ceux qui ne sont pas d'accord. Mais je trouve que justement, on va se retrouver, il va y avoir des images, et puis on va montrer à la télé pour dire les Guinéens se sont retrouvés. On va présenter d'autres Guinéens comme étant des mauvais Guinéens, des gens qui ne veulent pas que les choses avancent. Alors que, dans la réalité, on a dit que c'est une transition inclusive. Mais si vous mettez une bonne partie du peuple de côté ou de leurs représentants de côté, je ne vois pas où se trouve l'inclusivité. Mais je dis, aujourd'hui, depuis que le CNRD a montré, en fait, les 10 commandements, il y a des choses qui peuvent se faire sans le dialogue, notamment le recensement général de la population et des habitations. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'ont rien montré qui prouve qu'ils ont envie qu'on sorte rapidement de la transition. Et ce dialogue-là aussi, je pense que ça va être une grosse farce. On va montrer des images pour dire les Guinéens se parlent. Et il y a d'autres qui ne sont pas pour que la transition réussisse, comme s'il y a un Guinéen qui aime le pays plus qu'un autre. Moi, je ne m'attends pas à grand-chose si c'est avec des partis qui ont des poids, même pas plumes, des poids, je vais dire atomes. Voilà. Allez-y, Baïla. Oui, j'espère que ça ne sera pas justement une nouvelle cérémonie comme on en a vu, qui finalement n'a abouti à rien. J'espère que cette fois-ci, ça aboutira. Mais par contre, je vais être certainement peut-être moins pessimiste et relever aussi que les lignes peuvent peut-être bouger. Parce que vous savez qu'il y a déjà eu la rencontre entre le Premier ministre et l'un des éléments du Quatuor, pour reprendre le terme désormais consacré, à Abidjan, dans la personne de Sidia Touré. Et on espère aussi que c'est le début justement d'une main tendue vers ce Quatuor. Donc moi personnellement, j'attends que le Premier ministre fasse éventuellement les mêmes démarches, peut-être à l'endroit du président Sellou Dalen Diallo. Oui. Et pourquoi pas, si en tout cas, je pense que comme l'a dit Yacine, de toute façon, eux aussi, c'est des Guinéens qui veulent avancer. S'ils voient ne serait-ce qu'un début, on va dire, de bonne foi, je ne vois pas pourquoi ils refuseraient de participer. Mais en tout cas, si il s'agit du dialogue là avec les facilitatrices, c'est mal engagé pour en tout cas avoir ce quatuor-là avec eux. Parce que je voyais une publication de la primature hier qui a reçu justement les facilitatrices, qui rendent compte qu'ils ont rencontré 18 des 23 coalitions politiques. Donc vous savez que ces 18 coalitions justement, ce ne sont pas... Et les 5 qui manquent doivent être certainement justement les éléments du quatuor. Donc la question maintenant est vraiment, est-ce qu'ils vont participer? Parce que s'ils ne participent pas, si ces éléments ne participent pas, ça va être très compliqué, parce qu'on sera au même niveau qu'au niveau des concertations, ce pourquoi on est passé au cadre... On parle de dialogue. En fonction qu'ils ne participeront pas. Non, ça c'est vous qui le savez. Moi je n'ai pas l'information. C'est eux-mêmes qui l'ont
l'ont dit. Oui, ils l'ont déjà dit. Bien. Ils l'ont déjà dit. C'est même Dr Fodé Oussou qui a porté la voix. Voilà. D'accord, mais on ne sait jamais. Voilà, ils ont dit qu'ils ne participeront pas. C'était comme je l'ai dit, par exemple, c'était avant la rencontre notamment avec Sidya Touré. Et d'ici le jour, peut-être qu'il y aura d'autres rencontres qui pourront aller avec Magalé comme évoluer. Et de toute façon, moi, je ne porte pas de jugement sur les personnes des facilitatrices. Non, parce que vous me posez la question en nommant une personne. Et moi, ces questions de personnes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fond. Et de toute façon, on finira par là. Parce que le dialogue, il est inévitable. C'est juste une question de temps. Parce que nous sommes tous des Guinéens. On ne peut pas... Inévitable. Et dans la foulée, il y a le FFSG. Entendez par là le Forum des forces sociales de Guinée qui publie un document pour lancer une alerte à l'endroit des autorités, le Forum des forces sociales donc, de Guinée. Action de protestation contre la gestion de ce que elles qualifient donc de gestion illégitime et hors norme du pouvoir par le CNRD pour favoriser un retour à l'ordre rapide constitutionnel, bien sûr, en Guinée, dans le respect des lois et des droits. Ce document est intitulé « Alerte et mise en garde ». Le forum donc social, des forces sociales de Guinée qui s'adresse notamment aux Guinéens, à l'attention des représentants diplomatiques, des investisseurs étrangers et des partenaires au développement qui vivent en Guinée. Et à l'international, le Forum des forces sociales de Guinée s'adresse également à la Cour internationale de justice de l'Organisation mondiale du commerce, de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique, etc. Le forum qui parle de manipulation du dialogue social, comme on le disait, certains d'entre nous l'ont évoqué tout à l'heure, par le CNRD, et l'opacité sur la gestion de la transition. Oui, Diallo Alpha Mamadou, qu'est-ce que ça vous dit, cette réaction du forum des forces sociales qui parle de manipulation du dialogue? C'est la sincère vérité, parce que si on veut négocier, ça ne demande même pas, on n'avait même pas invité la CEDEAO à notre dialogue si on avait fait un peu de sérieux dans la façon de faire les choses, puisque vous savez que le vivre ensemble est totalement ébranlé et il y a quand même des situations très complexes autour desquelles il faudrait faire très attention, puisqu'on a l'impression que ça va, mais ce qu'on peut calculer, chacun connaît la suite. Évidemment, c'est la chute, puisque la logique voudrait que le CNRD accepte de rendre le pouvoir, puisque c'est ce qu'il a promis. Et là, nous voyons qu'il s'éloigne de ça. Il veut négocier avec des partis politiques avec lesquels ils sont d'accord sur toute la ligne, puisque là, c'est ça la vérité. Ces partis politiques même pensent que 3 ans, c'est petit. Certaines, parmi cette classe politique, d'autres pensent que même 3 ans, c'est petit. On peut aller à 5 ans, à 6 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Qui savent qu'ils ne gagneraient pas là, des le problème, c'est quoi? Même si ces partis savent qu'ils allaient gagner, puisqu'ils peuvent avoir peut-être ils peuvent avoir pour intérêt de se maintenir au pouvoir pour d'autres calculs. Moi, ce que je sais, il faut assurer l'ordre constitutionnel, ce qui aurait justifié le coup d'État, parce que le coup d'État ne se justifie pas, mais du moins, ils ont promis de faire de la justice, assurer l'ordre constitutionnel. Il faudrait que cela soit toujours la priorité, que cela soit leur talon d'Achille pour permettre en réalité que le pouvoir reste dans les mains du peuple et que si le peuple vote pour quelqu'un, que ce soit ce dernier qui puisse passer, puisque c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas aussi d'organiser des élections, de confier le pouvoir. Il s'agit plutôt d'organiser les élections, de donner le pouvoir à qui il a eu et pour pouvoir développer le pays de façon conséquente afin d'assurer une certaine légitimité, d'assurer le développement de la République de Guinée, puisque nous sommes en retard par rapport à d'autres pays, même qui sont en guerre. Il faudrait que cela cesse. Oui, par rapport à certains pays qui sont en guerre, nous sommes en retard. Il faudrait que nous retrouvons ce retard-là, nous puissions assurer notre développement, puisque nous ne devons pas être pauvres. C'est ça, en fait. Si on est trop vexé, c'est avec nos ressources. L'arbitrage entre nos ressources et notre pauvreté, ça contraste, ça fait très mal. Oui. Et là, c'est extrêmement d'accord. Alpha Mamadou, oui, vous avez 1 minute 30 secondes. Oui, c'est Marouane. Non, je disais oui, merci à Alpha Mamadou Diallo. Et je me tourne maintenant vers Marouane. Qu'on accepte cette petite caricature. Vous savez, ce qui est appelé désormais cadre de dialogue s'apparente un peu à ce championnat des sourds sous l'arbitrage d'un aveugle.
Pourquoi dialogue, méchant, pourquoi championnat des sourds? Méchant, parce que les gens qui sont invités autour de la table ne veulent rien comprendre. C'est des gens qui partagent tout et qui n'ont aucun point de différence avec le CNRD. Et l'arbitrage de l'aveugle, c'est des gens qui ont été sifflés déjà et dont les téléspectateurs n'en veulent plus, mais qui refusent quand même de céder le sifflet. On dit non, vous n'êtes plus l'arbitre valable, mais vous foncez. Vous dites non, tant pis, puisqu'on m'a désigné comme arbitre, il faudra que j'arbitre, que cela n'en déplaise. Malheureusement, on est dans cette caricature. On ne va pas au dialogue le 20 octobre. On vient à un cadre de monologue, parce que ce cadre a été purement et simplement. Vous êtes d'accord avec le forum, donc les forces sociales? Oui, c'est. Il parle de manipulation d'ailleurs. Non, je ne parlerai pas de manipulation. Je ne parlerai pas de manipulation. Je mesure les propos. Je dis, c'est un cadre de monologue. On vient pour monologuer. Parce que ce même cadre avait été déjà réédité de par le passé. On a vu avec les assises nationales. Ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent là. C'est les mêmes gens, ceux qui ont arbitré avec les assises nationales, qui reviennent encore arbitrer ce cadre de dialogue. Je ne vois pas la différence. Mais les assises n'avaient rien à voir avec la politique. Ah mais bien sûr, au fait, si ce cadre-là, si ça n'a rien à voir avec la politique. Et il n'y a que Makale qui faisait partie du Conseil national des assises. Ce que je dis, c'est les arbitres du cadre qu'on a retrouvés au niveau des assises Pas totalement, hein. Pas totalement. Parce que vous savez que le Premier ministre a été récusé alors que le Premier ministre faisait partie des assises nationales. Donc je dis, et je sais ce que je dis, vous savez, il y a Victor Hugo qui dit, intelligence, entêtement sans intelligence, c'est la sottise soudée au bout de la bêtise et qui servira de rallonge. Je ne sais pas, cette corde-là, ça servira à attacher qui, mais ce qui est sûr, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention parce que ce cadre manque non seulement d'intelligence, mais surtout ça manque aussi d'âme et de vie. Parce qu'on est tout en train de chambouler pour juste se donner certains plaisirs, pour dire qu'on a aussi dialogué. Je ne sais pas pour charmer qui, en tout cas pas pour charmer l'opinion internationale, parce qu'on sait déjà c'est quoi la réalité. Encore une fois de plus, ce que je vais dire, il faudrait qu'on ait raison garder. Ce pays, on a besoin d'accalmie, on a besoin de paix. Si on ne commence pas par le dialogue, on terminera par le dialogue. Mais pourquoi perdre tout ce temps? Il faut aller sur la bonne base. Mais la si on perte de temps arrange quelqu'un. Non, ça n'arrange personne. D'accord, ça n'arrange personne. On est presque vers la fin de cette émission. Oui, ça n'arrange personne. Ceux qui veulent s'éterniser. Merci à vous. Mais comme personne ne veut s'éterniser, ça n'arrange personne. C'est ce message qui vient de nous parvenir. Ça concerne le dossier de ministre Ousmane Gawal Diallo, quelqu'un qui dit en réalité personne, ni celui d'Alain Diallo, ni son épouse, ni aucun membre de la direction ne connaît son domicile. Ils ne sont venus que chez son père à Bessia. Et une fois, Adja Limatou, l'épouse de Cyril Alain Diallo, est venue chez sa mère. Ah bon? Oui, ça faisait partie. Et de passage, donc il était parti saluer sa maman. Et ensuite, la seule personne qui est venue lui rendre visite, ça c'est une personne qui est, il est le fédéral donc des Guinée, le fédéral, il est chargé des fédérations de l'étranger, de l'UFDG, et qui est parti donc rendre visite au ministre, chez le ministre à Paris. La mère de Ousmane, c'est Ousmane. Le père de Ousmane, c'est Ousmane. Si c'est le pendant ce dernier qu'il était c'est qui a envoyé, c'est qui pendant qu'il était à Paris. Ça aussi. Certainement que Gawal aussi n'a pas de domicile. Peut-être qu'il a montré chez ses parents. On ne sait jamais. Non. C'est pourquoi les gens la sont. En tout cas, l'intérêt c'est dit que la seule personne qui est partie rendre visite à Gawal, c'était à Paris pendant qu'il était incarcéré, et c'est le responsable des fédérations de l'UFDG. Et celui n'est pas sorti. Franchement, le peuple, on n'a pas, c'est-à-dire ça, c'est des détails. Excusez-moi du terme, mais vraiment. Non, mais c'est-à-dire justement, ce qui me choque, c'est qu'on parle de cuisine interne, de petites mesquineries entre des personnalités, alors qu'il y a des sujets vraiment importants, sensibles. Comme quoi, par exemple? Comme la refondation, la Constitution. La Constitution, elle est où? Merci à vous tous. Merci à Baïla, merci à Alpha Mamadou. Merci à monsieur Marouane Habib Kamara, merci à Yacine qui nous a un petit peu perturbé au cours de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On n'a pas pu donc éplucher le troisième et dernier sujet. Il concernait donc bien sûr cette subvention qui est revue à la hausse des médias qui commencent à se frotter les mains. 5 milliards. Disons 929 484 000 francs guinéens. Peut-être que certainement les jours à venir, on aura le temps d'en parler. Donc, Doïchek Salou était là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique, à la radio comme à la télé.
L'équipe vous donne rendez-vous, ça sera le lundi à venir, 17 octobre, si Dieu, le propriétaire de jeu à venir le bien. Excellent week-end, où que vous soyez, au revoir.